Bonjour, bienvenue sur le live Devenir infirmier, le live des infirmières des hôpitaux APHP Nord, Université de Paris. Je suis Sandrine Tizio, cadre de santé à la direction des soins de l'hôpital Robert Debré. Les hôpitaux APHP Nord regroupent les hôpitaux de Beaujon, Bichat, Bretonneau, Lariboisière, Fernand Vidal, Louis Maurier, Robert Debré et Saint-Louis. Ce soir, nous avons choisi de mettre en lumière des spécialités et services peu connus ou dont les représentations nous empêcheraient de découvrir ces différentes spécialités. Autour de moi ce soir, Khadija et Albertine, qui sont toutes deux infirmières dans le service de diabétologie de Lariboisière. De Léa également, qui est étudiante en soins infirmiers de 3e année, en stage dans ce service, ainsi que Noria, aide-soignante, et Laura, infirmière, dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré. Donc, toutes deux vont témoigner de leur parcours, de leur activité et de ce qui les anime dans les différents services. N'hésitez pas, au fil des témoignages, de poser vos questions. Nous y répondrons volontiers. Et dans un premier temps, je vais laisser la parole à Khadija ou Albertine. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Khadija Megdad, je suis infirmière en soins généraux à la PHP, dans un service fort intéressant qui est l'endocrinologie. Je l'ai choisi parce qu'il y a tellement une variété de soins et de relationnels et techniques. Donc c'est un terrain de stage pour l'étudiant très enrichissant, où on peut exercer son rôle d'infirmier dans sa grande splendeur, dans les soins curatifs, préventifs et palliatifs aussi, ce qui n'est pas très commun dans tous les services. Et l'étudiant peut mettre en avant aussi les 10 compétences qui sont prodiguées au cours de son enseignement. Donc, nous sommes un service d'endocrinologie avec la spécialité de diabétologie, diabète, de maladie chronique, qui est une maladie de système et qui est susceptible d'aggravation et de complications multiples. Et il y a quand même 5 millions de diabétiques en France, dont 1 million qui ne le savent même pas. Une personne diabétique sur 5 dans le monde. Donc, c'est une réelle préoccupation de santé mondiale. Donc, des moyens de recherche scientifique sont élaborés dans le monde entier et précisément aussi au sein de notre structure où nous avons une équipe de recherche de chercheurs composée de professeurs et d'infirmiers qui s'y attachent et qui font des œuvres magnifiques. Et les avancées dans ce domaine est vraiment extraordinaire. Alors, notre structure est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui se charge de mettre en route une multitude de soins. Et moi, dans mon compte, je vais vous parler de l'hospitalisation en général qui est conventionnelle ou de semaine, dite de semaine. Donc, la première, l'hospitalisation conventionnelle, où j'y travaille d'ailleurs, c'est une hospitalisation où la personne soignée est amenée ou transférée chez nous de par les différents services d'urgence, ou bien pour une découverte de diabète ou alors dans une phase aiguë de la maladie. Et concernant l'hospitalisation dite de semaine, c'est une hospitalisation qui, dépassée la phase aiguë, le patient est amené à revenir au service pour une hospitalisation du lundi au vendredi pour des examens ou des investigations qui sont demandées ou jugées nécessaires par le spécialiste qui les suit. Alors, durant toutes ces hospitalisations, l'étudiant suit et accompagne le patient dans des soins techniques et relationnels et dans une éducation thérapeutique quotidienne. Et mis à part cela, il y a aussi dans l'hospitalisation de semaine une spécificité aussi qui est
particulièrement intéressante, qui est l'insulinothérapie fonctionnelle, qui est aussi du lundi au vendredi, où le patient sous insuline, généralement, on prend les personnes diabétiques de type 1, mais aussi parfois les diabétiques de type 2 avec multiples injections, où la personne est enfin, on essaie de l'autonomiser pour qu'il puisse faire un dosage d'insuline selon plusieurs facteurs tels que l'activité physique ou alors l'alimentation. Et cet atelier est animé par une diététicienne, un diabétologue et un infirmier spécialisé en éducation thérapeutique. D'autres ateliers sont en vigueur. Donc, il y a l'éducation aussi thérapeutique sur le sujet en général du diabète qui est animé par des diabétologues, ainsi qu'un atelier sur le sujet du pied du diabétique qui est animé aussi par, et ça, je trouve que c'est exceptionnel, par l'école de podologie enfin, les spécialistes viennent avec les étudiants et qui prodiguent justement une éducation et des soins pour nos patients. Donc, tout ceci est un bénéfice et pour le patient, mais aussi pour l'étudiant qui a un parcours de stage, je trouve, exceptionnel. Donc, il y a aussi 2 lits qui sont réservés pour les tests de polysomnographie. Ça aussi, c'est très bien pour un enregistrement graphique pour les troubles du respiratoire au cours des phases du sommeil du patient. Et généralement, c'est pour les patients diabétiques ou en surpoids. Et tout ce brassage interdisciplinaire qui s'opère au niveau de tous ces ateliers, c'est vraiment un véritable enrichissement pour l'étudiant qui en bénéficie et qui en sort très enrichi par toute cette expérience. Alors enfin, pour finir, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là. Les infirmiers se retrouvent avec une évolution en faisant par exemple des DU en pansement, ou alors un DU aussi en éducation thérapeutique, ou alors il peut être aussi un infirmier référent au niveau même de l'hôpital, ou alors infirmier au IPA, aux pratiques avancées. Et donc enfin, dans notre service, il y a aussi une autre structure qui est appelée le Centre universitaire du diabète et de ses complications, c'est le CUDC, et ma collègue Albertine y travaille, donc elle va vous en parler beaucoup mieux que moi. Merci Khadija. Bonsoir à tous, je m'appelle Albertine Begnovi et je travaille à la PHP en tant qu'infirmière depuis 29 ans maintenant. Et je suis au CUDC, Centre universitaire du diabète et de ses complications depuis 7 ans. Ce centre a été pensé pour faciliter le parcours du patient. Donc, nous collaborons avec plusieurs intervenants et nous accompagnons nos étudiants pour développer une posture réflexive. Donc, dans ce centre qui est partagé en 4 secteurs, à savoir le secteur de consultation, le secteur d'hôpital de jour, d'éducation thérapeutique, et puis le secteur de pied diabétique, nos étudiants donc, pourront aller dans ces centres. Et donc, dans le centre de consultation, nous proposons une prise en soin diversifiée, variée et multiple. Et nous accueillons des patients après leur phase aiguë de la maladie pour un suivi médical. Nous accueillons également des nouveaux patients pour établir le relais ville-hôpital. Nous faisons aussi des activités liées au protocole de coopération, à savoir la rétinographie, le fibroscan, l'adaptation des doses. Donc, dans ce secteur, l'élève aura la possibilité d'être en contact avec de nombreux patients. En plus de développer sa capacité d'adaptation, l'étudiant va développer la capacité relationnelle, de communication et puis d'accueil. Ensuite, dans ce centre, nos patients peuvent avoir recours à des spécialistes tels que les hépatologues, le psychiatre et puis le neurologue. Les étudiants donc pourront suivre les patients dans leur consultation pour rencontrer nos partenaires, pour perfectionner leurs connaissances dans ces spécialités. Ensuite, nous passons à
au secteur de l'hôpital de jour, où nous proposons une prise en soin globale qui se traduit par des bilans biologiques avec des examens radiologiques, cardiologiques et puis vasculaires. Ça, c'est pour détecter les complications s'il y a lieu, les traiter ou les prévenir. Et dans ce domaine, donc, l'étudiant pourra perfectionner ses actes, ses activités et puis ses techniques de soins. Ensuite, nous passons au secteur de l'éducation thérapeutique, où nous présentons, donc, nous offrons aux patients une prise en soins éducative. Nous collaborons avec des médecins, avec des diététiciens, avec des infirmières d'éducation et nous aidons nos patients à acquérir des compétences et des connaissances nécessaires pour mieux gérer leur vie. On termine par le secteur du pied qui est dédié pour la prévention et puis le suivi des plaies diabétiques. Là aussi, comme Khadija l'a dit, nous recevons l'école de podologie où nous avions les étudiants qui sont là et les étudiants en soins infirmiers peuvent aussi profiter de leurs expériences. Donc, ces 4 prises en soins sont bien adaptées pour l'étudiant en soins infirmiers, pour valider ses compétences, pour valider le savoir-faire et pour aussi avoir un jour, s'il a besoin, voilà, d'une perspective pour la carrière. Une perspective d'évolution pour la carrière. Et donc, je passe la parole à Léa. Merci. Merci Khadija et Albertine pour ce témoignage. On voit bien la richesse en fait de vos services et de ce versant à travers l'éducation, le parcours qui est proposé pour le patient. On voit comment ça peut se transposer et aider l'étudiant à s'y retrouver finalement dans sa formation. Du coup, Léa, vous êtes actuellement en stage dans ce service. Qu'est-ce qui fait la richesse de ce service? Qu'est-ce qui vous aide finalement à vous positionner, à développer des compétences? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, bonjour à tous. D'abord, je m'appelle Léa. Du coup, je suis étudiante en soins infirmiers au centre hospitalier de Beauvais dans l'Oise. Actuellement, je réalise mon stage pré-professionnel au sein du service d'endocrinologie, diabétologie de l'hôpital Lariboisière. Donc, je suis quelqu'un de très investi dans ce que j'entreprends. Alors, une semaine avant mon arrivée en stage, j'ai pris cette initiative d'envoyer un mail à mes maîtres de stage pour tout d'abord me présenter et leur poser quelques questions concernant mon arrivée en stage. Grâce à ça, lors de mon arrivée, j'ai été extrêmement bien accueillie de la part de toute l'équipe du service. J'ai été présentée à tout le monde. On m'a fait visiter l'intégralité du service. L'équipe est vraiment bienveillante et à l'écoute des étudiants. Jusqu'à maintenant, durant ce stage, j'ai pu mettre en pratique beaucoup d'éléments des unités d'enseignement que nous rencontrons lors de nos 3 ans d'études, comme par exemple l'asepsie, les pansements, la transfusion de l'UE 4.4. J'ai également pu mettre en pratique l'éducation thérapeutique aux patients que nous rencontrons dans l'UE 4.6. Par ailleurs, j'ai pu vraiment m'améliorer sur mon organisation. Donc, la première semaine de mon stage, j'ai été avec les aides-soignantes pour me familiariser au service. Et puis par la suite, il a été établi que je devais prendre 4 patients à charge et jusqu'à la fin de mon stage, j'en aurai 8. À partir de la semaine prochaine, j'irai découvrir le CUDC, donc le centre universitaire du diabète et de ses complications. Après, il faut savoir aussi que c'est moi qui ai choisi mon stage. Donc alors, pourquoi le service d'endocrinologie diabétologie? Tout simplement parce que c'est un service qui m'intéresse beaucoup. Et puis, chaque jour est un peu plus enrichissant pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon projet professionnel. Et puis, de plus, c'est mon sujet de mémoire. Donc, mon sujet de mémoire est être infirmière avec une pathologie chronique. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser mon stage dans ce service pour me confronter à la maladie chronique. Car grâce à mes expériences personnelles, je peux dire que j'ai un double regard sur ces patients et leurs pathologies. Après, étant donné que j'habite un petit peu loin, c'est vrai que j'ai un peu de route, mais les journées restent passionnantes, enrichissantes et j'apprends de nouvelles choses chaque jour.
Merci beaucoup. Merci Léa pour ce témoignage. Donc, on voit bien la richesse que peut apporter ce service. Et pourtant, on pourrait croire qu'il n'y ait qu'un versant éducation, mais non, il n'y a pas que ça. On voit bien l'alliance entre l'aspect relationnel, l'aspect technique, l'aspect compétence qu'on peut développer. Donc, si vous avez des questions justement pour vis-à-vis de Khadija, Albertine et Léa, n'hésitez pas, on y répondra avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelques questions déjà qui se profilent ? Alors, en écoutant votre dévouement des deux infirmières, on arrive à oublier les difficultés dans son métier. Que pouvez-vous dire là-dessus ? En effet, c'est avec tout ce qui se passe, avec la difficulté du métier, j'avoue que c'est vrai, mais dès qu'on met un pied à l'hôpital et dans le service, on oublie tout et on s'attelle au travail et on le fait avec plaisir, en fait. C'est le relationnel, c'est l'humain qui prime. Et franchement, je dépasse tout, moi, après. Qu'est-ce qui vous anime? Moi, je suis dans une équipe dynamique. Il y a la bonne entente. On collabore bien avec nos différents partenaires. Et donc, ce dynamisme, ça fait que, comme Khadija dit, quand on est dans le service, bon, voilà, si on était à la place de nos patients, bon, on voudrait qu'on nous traite comme il faut. Donc, on fait la même chose. Voilà, et ça se passe bien. On sent l'attention portée à l'humain, en tous les cas, dans vos discours, et c'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous auriez envie de poser à Khadija, Albertine et Léa? Non, n'hésitez pas, sinon on reviendra sur ces questions. Donc, on voit bien qu'il y a un fil rouge entre les deux services. Vous avez parlé de la richesse, en fait, pluridisciplinaire que vous rencontrez avec les différents intervenants qui interviennent autour du parcours de soins du patient. C'est le fil rouge également qu'on va repérer avec Noria et Laura, qui travaillent toutes deux dans le service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Debré. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour, moi je m'appelle Laura, je suis infirmière depuis 4 ans. L'hôpital Robert Debré et en service de pédopsychiatrie. Avant, j'étais infirmière. Mon premier poste, c'était infirmière en chirurgie chez l'adulte. Du coup, la pédopsychiatrie, c'était mon premier poste chez l'enfant. Et voilà. D'abord la psychiatrie. Pourquoi ? Parce qu'en chirurgie, mon premier poste, ça a été beaucoup de stress. On est nouvelle infirmière et en plus, on a envie d'avoir un relationnel particulier avec les patients et je n'ai pas retrouvé ce relationnel-là en chirurgie. Donc, du coup, je me suis tournée vers la pédopsychiatrie parce que c'était quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps, enfin déjà depuis ma 2e année d'école d'infirmière. Mais on nous dit de toujours garder un service avec de la technique. Et donc, on a tendance un peu à s'oublier. Et du coup, après ma première expérience, j'ai décidé de sauter le pas et j'en suis pas mécontente parce que je suis avec un binôme génial. Je te laisse te présenter. Noria, vous voulez bien vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Noria, aide-soignante depuis 5 ans en pédopsychiatrie et 15 ans à Robert Debré. Voilà, j'ai fait les urgences. Je suis arrivée ici à Robert Debré, j'ai fait 6 ans de chirurgie-ortho. Voilà, une très belle expérience, vraiment un bon travail d'équipe. Ça a été vraiment une très belle expérience. Ensuite, j'ai toujours voulu faire les urgences parce que voilà, c'est un truc qui me tenait à cœur. Donc voilà, j'ai fait 4 ans d'urgence. Très intense, mais très intense. Une belle expérience aussi. Et voilà, et puis avec les années, on a envie, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'avoir, il me manquait ce truc, le côté relationnel avec les enfants, le côté humain, voilà, pas que le soin, parce qu'on fait du soin, mais voilà, je cherchais autre chose et je m'intéressais beaucoup à la psychiatrie déjà depuis longtemps. Et voilà, et du coup, un poste s'est proposé en pédopsie. Après les urgences, je voulais changer, mais je ne voulais pas aller n'importe où. Je voulais vraiment faire de la pédopsychiatrie et j'ai attendu et le poste s'est présenté. Donc voilà, et ça fait 5 ans que j'y suis, bientôt 6 ans, et je suis
très, très bien là, avec des bons collègues. Alors, dites-nous ce qui vous anime en pédopsie, ce que vous appréciez, ce travail pluridisciplinaire que vous relevez, et puis ce travail en binôme. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, sur le service de pédopsychiatrie à Robert-Debré, il y a 5 unités, 6 on va dire. Et dans ces 6 unités-là, elles ont toutes leurs spécificités, mais ce qui les rassemble, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des orthophonistes, avec des psychiatres, avec des diététiciennes, des psychologues, des psychomotriciennes. Vraiment, on a vraiment un corps de métier où on a vraiment beaucoup de professionnels, beaucoup d'interlocuteurs. L'école, on travaille aussi avec des professeurs qui sont détachés de l'éducation nationale. On va prendre vraiment le patient, l'enfant, dans sa globalité pour derrière établir un diagnostic. Le binôme aide-soignant infirmière, il est central. On est obligé d'être dans l'échange, on est obligé de pouvoir toujours avoir une facilité d'échange dans n'importe quelle situation, parce que la psychiatrie, ça peut aussi très vite partir. Donc, ça peut devenir très violent. Donc, il faut savoir connaître l'enfant dans toutes ses caractéristiques et connaître aussi son binôme. Dans toutes nos unités, il y a des spécificités. Donc, on va plus travailler avec une diététicienne ou plus travailler avec des psychologues ou des orthophonistes. Et toute cette pluridisciplinarité, ça nous apporte vraiment beaucoup de choses. Ça nous apporte beaucoup de choses. Il y a ça fait qu'il y a une grande variété de pathologies qui sont abordées, mais sous différents angles. C'est sûr qu'une orthophoniste, elle ne va pas voir la même chose que nous, on va voir, ou qu'une psychologue va voir, ou qu'un médecin va voir. Et le fait qu'on puisse tous en parler de manière assez naturelle et beaucoup de fois en fait, dans la journée, parce qu'en fait, on est tout le temps en interaction avec eux. Ça nous montre une facette du métier d'infirmière qu'on ne voit pas spécialement pendant les 3 années d'études. L'avantage, c'est qu'on connaît la relation, le binôme, l'importance du binôme aide-soignant-infirmière. Mais ce côté-là, d'avoir plusieurs interlocuteurs, de faire le lien, on l'a aussi, parce qu'on est, en tant qu'infirmière, on est un peu tournante. Mais là, c'est pareil avec vraiment d'autres corps de métier. Donc, ils apprennent aussi comment nous, on travaille, et nous, on apprend aussi comment eux, ils travaillent. Quoi d'autre? On peut mettre en place des ateliers avec eux. À l'unité 5, c'est une des unités de la pédopsie. C'est l'unité qui aborde les troubles du comportement alimentaire, qui est spécialisée chez les prépubères, avec un centre de référence maladies rares. On travaille avec la psychologue thérapeute et l'éducatrice spécialisée. On peut animer un atelier thérapeutique qui est le théâtre. On peut être aussi co-thérapeute avec la psychologue pour des thérapies familiales. Donc, on s'inclut vraiment dans un autre soin différent de ce qu'on apprend à l'école, vraiment très scolairement, quoi. Et des ateliers pâtisserie. On fait des ateliers pâtisserie. On fait des ateliers pâtisserie. On peut... ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a tellement de choses qui peuvent se voir chez un enfant qui ne va pas quand on fait un simple gâteau au chocolat. Et ça, c'est très intéressant. En fait, en discutant avec ces psychologues, en discutant avec les orthophonistes, avec tous les professionnels qu'on peut croiser, en fait, on acquiert un savoir qu'on n'a pas en sortant de l'école sur certaines spécificités. Et c'est très intéressant de pouvoir voir que oui, en faisant un gâteau au chocolat, on peut s'en rendre compte. On fait aussi avec pareil l'unité 5 aussi, où on fait des ateliers bien-être esthétique,
Parce qu'en effet, il y a toute une sphère dans l'anorexie où il y a une mauvaise estime de soi, où il y a un rejet du corps. Et donc, c'est aussi à un moment de l'hospitalisation, ce que c'est de mettre une crème sur ses mains, ce que ça renvoie. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont organisées. À l'unité 3, où là, c'est de la psychiatrie générale, avec des pathologies comme la dépression, la schizophrénie, de la bipolarité, des troubles anxieux, faire des ateliers relaxation. En ce moment, il y a un atelier relaxation dans la semaine à heure fixe où on peut faire avec l'éducateur spécialisé, on fait un atelier relaxation. En ce moment, on a beaucoup de troubles anxieux. Imaginez qu'avec ce qui se passe actuellement. Et donc, du coup, la relaxation, c'est des choses qu'ils vont pouvoir faire aussi chez eux. Donc ça, pour nous, c'est trop bien de se dire, bah, au moins, ils repartent avec quelque chose qu'ils peuvent faire chez eux. Moi, je trouve ce qui est génial aussi, c'est que du coup, quand on propose ça, parce que du coup, c'est les infirmières ou les aides-soignantes qui proposent justement, bah, tiens, t'as l'enfant, moi, je verrais bien faire un petit soin esthétique, un peu des trucs tout simples, hein, faire un bain, faire une douche, un problème d'hygiène, d'estime de soi. Et du coup, ça, on peut l'aborder avec le médecin, on peut le mettre en place, parce que même si l'enfant est difficile ou autre, c'est des choses qu'on peut travailler en amont, vraiment avec du temps. Et parfois, souvent, je trouve qu'on y arrive. Je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup, les médecins sont hyper à l'écoute. On a une équipe médicale qui est vraiment très bien. On a des bons chefs de service, faut le dire. Mais voilà. On a vraiment qui nous écoutent, qui prend nous écoutent. Et du coup, voilà, on arrive et on avance avec eux. Et du coup, nous, on est hyper contents parce que du coup, on a réussi. Voilà, moi, j'ai réussi à laver une gamine, à lui faire un bain. C'est pas grand-chose, mais voilà, c'est énorme. Pour moi, c'était quelque chose de très, très bien. Et ça, c'est des satisfactions qui qu'on a en fait au quotidien, quoi. Quand ouais, on y arrive, on est content. Quand on y arrive avec les enfants. Et ouais, moi, je trouve ça. Je trouve ce truc d'esthétique, d'atelier, tout voilà, ce truc-là qu'on peut mettre en place qui. On a quand même, comme on dit, carte blanche entre guillemets. Enfin, voilà, on propose après, voilà, après bien évidemment. C'est possible ou c'est pas possible, mais souvent c'est encadré, mais voilà, on nous ferme pas, on ne dit pas non tout de suite, voilà, on s'adapte et moi, franchement, moi, je trouve ça génial. Après, la psychiatrie, en règle générale, a la mauvaise presse. En fait, c'est comme dans tout dans la vie, quand on ne connaît pas, on a tout de suite des gros a priori. L'image de la psychiatrie dans les films, dans les séries ou dans quoi, c'est pas du tout la réalité. Mais ça peut être aussi l'image de la camisole de force, mais aussi l'image de tu vas en pédopsie et tu vas te planquer et tu vas jouer au Uno et voilà. On a réussi avec des parties de Uno à avoir des choses qui ont fait que derrière, il y a des diagnostics qui sont posés, mais parce que quand la psychologue, elle va faire son bilan ou quand le médecin fait son entretien journalier avec l'enfant, oui, il y a des choses qu'on peut voir, c'est sûr. Nous, on les voit au quotidien. On les voit du matin jusqu'au soir. On les voit manger, on les voit pas prendre leur douche ou prendre leur douche. On les voit tout le temps, on les voit jouer. Et il y a des comportements qui peuvent être, qui peuvent être vus à ces moments-là. Et en fait, le rôle de l'infirmière et de l'aide-soignante dans un service comme la pédopsychiatrie, il est vraiment valorisé parce que ils ont conscience, les professionnels, que nous, on a une certaine pratique, on a une certaine vision de l'enfant qu'eux n'ont pas. Donc, c'est sûr que nous, quand on dit quelque chose, parce qu'on a des réunions toutes les semaines des staffs, des synthèses, quand on parle des enfants, ils écoutent parce qu'ils savent très bien qu'il y a des choses qu'eux ne pourront pas voir. Et donc, du coup, ça nous donne une plus-value que je trouve pour avoir fait des stages dans pas mal de services, on n'a pas partout. On n'a pas une plus-value. En pédopsie, on a une plus-value qui est quand même assez intéressante en tant qu'infirmière. Voilà, je trouve que... Et intellectuellement aussi, on a des staffs toutes les semaines où les médecins prennent des patients et il y a tous les médecins, il y a des professionnels,
où on peut poser des questions, où ça c'est intéressant, je trouve, d'avoir une proximité avec tous ces professionnels qui fait que, ben, en fait, derrière, on a une expertise qui qui nous fait prendre vraiment soin les enfants, d'une bonne manière. Le dépistage précoce, l'unité 1 et l'unité 4, ça fait partie quand même des centres références, excellence, de l'autisme. Donc c'est quand même, satisfaisant de se dire qu'on fait partie de cette équipe et c'est très enrichissant, en fait, vraiment. On voit bien dans vos témoignages la richesse en fait de ce que on peut apporter en termes de soins, en termes de regard et ce que ça valorise en fait dans le métier d'infirmière. Voyons s'il y a quelques questions. Les parents sont-ils intégrés dans le projet de soins? Oui. Alors les parents déjà, on fait rien sans leur accord, vu que, les enfants sont mineurs, donc on n'a pas le droit de faire quelque chose sans l'accord des parents. Et les parents sont toujours, acteurs, de toute manière de la prise en charge de leur enfant. L'alliance thérapeutique, c'est, primordial, avec les parents. Il faut toujours, toujours, toujours bien discuter avec les parents et qu'ils comprennent les difficultés de leur enfant et que nous aussi, on puisse comprendre la difficulté des parents. S'ils arrivent dans notre service, c'est qu'il y a un moment où les parents se sont ressentis une grande difficulté et du coup, c'est ces moments-là aussi où ils ont vraiment besoin d'écoute et de comprendre ce qui va arriver à leur enfant et ce qui va se passer, les étapes. Après chaque étape, est intégrée, les parents sont intégrés et ça peut être avec les médecins, lors de réunions avec les médecins. Ça peut être avec nous dans des moments qui sont peut-être un peu plus informels où, l'enfant va à permission et donc du coup, on discute sur comment ça s'est passé, la permission et de là, il y a naturellement des questions qui sont posées et ensuite, ou sinon avec l'éducateur spécialisé aussi qui peut prendre des temps, vraiment, avec les parents, pour répondre à certaines questions éducationnelles et de là, nous, une fois de plus, bah, l'éducateur, il va nous refaire un retour à nous et pour pouvoir aussi, bah, continuer dans ces moments-là un peu, informels, bah, nous, on pourra aborder des sujets qui ont pu être abordés en entretien avec l'éducateur donc oui, oui, les parents sont obligatoirement. Laura, on aurait une autre question sur la pédopsie. Comment se passe l'école en pédopsychiatrie? L'école? Ouais. Ah oui, l'école. L'école. Alors l'école, à l'entrée de l'enfant, d'abord il y a une évaluation pour savoir s'il a accès ou non à l'école. Si, il y a d'abord, faut voir si l'enfant est en capacité d'aller à l'école. Ça sert à rien de l'amener à l'école si pour le mettre devant un échec parce qu'il n'est pas capable pour l'instant d'aller à l'école. Et ensuite, il y a une évaluation, des compétences, mais c'est juste, c'est informel, hein, c'est pas vraiment une vraie évaluation. Et ensuite, il peut avoir accès d'abord en cours en chambre et ensuite, cours, dans des salles il y a des petites salles de classe, en fait, dans l'hôpital et ils y ont accès. Ensuite, les profs viennent les chercher, en fait, par niveau. Donc, il y a des profs de collège, il y a des profs de primaire, maternelle Lycée aussi. lycée, oui, tout à fait, lycée et de là, ensuite, il peut y avoir un lien qui est fait entre, il y a en général un lien qui est fait entre la professeure qui a vu l'enfant et les profs qui suivent l'enfant, dans leur collège de secteur, quoi et voilà. Donc on voit bien, alors on arrive presque à la fin du live, mais avant que on conclue, on voit bien la richesse et la passion qui est mise autour en fait du travail que vous réalisez, alors que du coup on pourrait croire que ces spécialités sont peu connues, ou alors que les représentations puissent impacter en fait le fait d'y découvrir, on se rend compte que vraiment il y a pas de perte de savoir, bien au contraire, toutes vous dites que du coup, au regard du parcours du patient, l'évolution, les techniques médicales évoluent, ça vous entraîne un petit peu plus loin dans ce qui est mis en œuvre, les staffs aident également dans la richesse en fait des prises en charge et que dans ce que vous dites également, alors qu'on pourrait croire qu'il y ait une perte de savoir technique, en fait pas du tout dans ce que vous dites. Est-ce
Est-ce que vous avez envie de rajouter des choses par rapport à ces différents points, que ce soit Khadija, Noria, Léa, Albertine? Moi, oui, je peux prendre la parole. Quand je suis arrivée en diabétologie, au fait, les diabétiques n'avaient pas des conséquences aussi compliquées. Et puis, voilà, parmi les dispositifs pour s'occuper des patients aussi, c'était pas autant évolué. Alors qu'aujourd'hui, on a une évolution qui s'adapte aux complications en même temps des diabétiques, surtout dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Autrefois, bon, il y a quelques patients encore qui peuvent se faire leur glycémie capillaire, mais aujourd'hui, on peut faire la mesure continue du glucose avec un capteur posé. Le patient n'a plus besoin voilà, de se piquer le doigt 7 fois ou 10 fois par jour. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup facilité la vie des patients, qui les a aidés au fait à mieux vivre. En fait, les techniques vous poussent à chaque fois à accompagner différemment, à faire évoluer vos soins, à faire évoluer les pratiques. Tout à fait. Et voilà, il y a aussi l'avancée de les soins préventifs, qui en fait vraiment beaucoup dans ce domaine. Donc la prévention a quand même aidé à diminuer les complications du diabète et pas mal de... Et on a aussi la possibilité, par exemple, dans le secteur du pied diabétique, voilà, de suivre nos patients en ambulatoire. Quand ils sont, les plaies ont tendance à perdurer pour cicatriser. Donc, on peut les suivre en ambulatoire. On a plusieurs médecins diabétologues, du coup, qui suivent les plaies d'amputation, voilà, les maux perforants plantaires. Et vraiment, ça facilite la vie des patients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions en direct. Profitez en fait de nos interlocuteurs. Pour conclure les unes et les autres, si vous aviez quelque chose à partager, Noria, Laura, Léa, Albertine et Khadija. Moi, j'ai été très contente aussi d'écouter aussi mes collègues en pédopsychiatrie. C'est enrichissant tous leurs commentaires. Et c'est vrai que moi-même, j'avais fait à l'époque un stage en pédopsychiatrie et effectivement, c'est un domaine qui est très, très riche. Et c'est pas ce qu'on pense du tout de absolument. Je rejoins mes collègues, justement. Et je pense que tu as tout à fait raison quand tu fais la comparaison avec ce qui se passe dans les films. C'est pas du tout ça. Et franchement, c'est enrichissant pour nous aussi. C'est vrai. Et ce que je peux dire aussi, c'est sur en fait juste un mot sur la maladie chronique, puisque Léa, c'est son point culminant de mémoire. Donc oui, effectivement, nous touchons toutes les deux, de toute façon, dans le domaine de la chronicité de la maladie. Et c'est justement un point très important, et on devrait en parler d'ailleurs, parce que c'est à long terme, à longue échéance, le patient peut être amené à être observant, et puis finalement, il quitte le chemin de l'observance, parce que c'est normal, c'est dans la durée. Et donc, effectivement, je disais aussi que la prévention est là pour justement faire un petit peu redresser les choses et remettre les choses à plat, et pour ne pas arriver à une certaine extrême. Mais la maladie chronique, en grosso modo, je pense que il faut qu'on s'y penche, parce que c'est un problème vraiment de santé primordial. Et je pense que c'est un domaine qui mérite enfin, on a besoin de mains, quoi. On a besoin de mains, de cerveau, de travail. Voilà. Léa, est-ce que vous auriez envie de dire quelques mots en guise de conclusion? Moi, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. C'est vrai que j'ai également fait un stage en psy, et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Après, bref, je suis très contente d'être là. D'accord. Laura, Noria, les mots de la fin. Nous, on a juste, si ça intéresse les personnes qui nous écoutent, il y a, pour comprendre et connaître un peu les pathologies qu'on peut aborder dans notre service, il y a des fiches
qui ont été élaborés par les professionnels de notre service et qui sont sur Internet, et ça s'appelle Clepsy. Et voilà, vous allez pouvoir retourner. On mettra en fait le lien en fait, pour que Voilà. vous puissiez les retrouver facilement. Très intéressant pour comprendre et pour aussi pouvoir aborder ces thèmes-là. Et merci aussi, c'est enrichissant de pouvoir parler avec d'autres professionnels, d'autres services, et merci d'avoir permis. Merci à vous pour vos témoignages. En tous les cas, peut-être que pour le prochain live qui aura lieu le 13 avril, on a peut-être exaucé le vœu de Khadija parce qu'on va reprendre l'aspect chronicité, mais plutôt on va le voir sur le passage de la transition pédiatrique vers les prises en charge adultes. Donc, vous voyez, on est tout à fait dans le thème des sujets. Nous nous donnons rendez-vous le 13 avril à 18 h pour cette thématique de la transition pédiatrique. Merci en tous les cas de votre participation.